Donc moi, ça me fait vraiment plaisir de vous parler d'adaptation au changement climatique. Donc c'est sûr que dans la logistique, on vient juste d'avoir une introduction par Craig. Je sentais en fait quand on a fait je dirais qu'on a commencé à penser un petit peu à notre colloque, que c'était un sujet qui effectivement est de plus en plus discuté dans les réseaux de la santé, mais que c'est un sujet qui qui suscite énormément de questionnements, puis peut-être d'exemples de meilleures pratiques ou en tout cas de discussions avec d'autres collègues. Donc, je vais vous présenter nos panélistes. Donc, Antoine Bouisseret, peut-être juste se lever ou lever la main. Antoine Bouisseret, architecte associé, directeur d'intelligence de marché santé chez Lemay, donc une boîte d'architectes. Céline Campagna, donc, qui est coordonnatrice défis sociosanitaires chez Ouranos, donc le consortium sur les changements climatiques. Craig, que vous avez vu tout à l'heure, puis c'est tellement compliqué le nombre d'établissements qu'il représente que je ne vais pas aller là-dedans. Catherine Dubois, donc directrice de projet corporatif pour la direction de la normalisation et du développement durable à la Société québécoise des infrastructures, donc plus communément appelée SQI. Et dernière, mais non la moindre, Pascale Rouillet, urbaniste, présidente fondatrice chez les ateliers Hublot. Donc, avant de débuter ce panel, en fait, ou en tout cas afin de débuter ce panel, j'ai demandé à Céline Campagna de nous faire une petite présentation de 15 minutes sur les défis sociosanitaires donc liés au changement climatique. Donc, c'est vraiment complètement dans son champ d'expertise, afin qu'on parte un peu tous d'une base commune. Donc, Céline, la parole est à toi. Merci. Est-ce que juste en... A priori, ça va arriver. OK. Voilà. Fait que je vais être brève, en fait, parce que Craig a quand même mis la table bien sur c'est quoi la résilience, l'adaptation au changement climatique. Mais... Ah, c'est le bleu ici. Ah, je viens de comprendre. Désolée. Fait que Craig, tout à l'heure, vous a dit on n'a plus besoin de parler des scénarios climatiques parce qu'on est déjà dedans. On voit les impacts des changements climatiques actuellement. Puis en Colombie-Britannique, ils y ont goûté pas à peu près au cours des dernières années et encore cet été. Mais moi, je vais vous parler des scénarios climatiques parce que c'est important et vous allez voir pourquoi. D'abord, quand on parle de scénarios climatiques, c'est quoi? Bien, ici, c'est juste l'anomalie par rapport à la moyenne des températures au Québec. Fait qu'on a souvent quatre périodes dans les scénarios climatiques. On a la variabilité naturelle du climat qui va jusqu'en 1980. Fait que ça, c'est avant. Hein? Après ça, on a l'émergence du signal qu'on voit où les anomalies climatiques commencent à émerger à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Puis ça, c'est les gaz à effet de serre qu'on a émis, pas aujourd'hui, mais depuis l'ère industrielle. Fait que ça s'accumule dans l'atmosphère et les répercussions sont toujours plus tard. C'est ici, OK. Et là, à partir d'aujourd'hui, si on arrête les gaz à effet de serre demain matin, on n'arrête pas le climat, puis on n'arrête pas non plus d'être impacté. En fait, on va continuer pour encore, là, on voit qu'au Québec, on est rendu à plus 2 degrés Celsius de moyenne annuelle par rapport à l'époque pré-industrielle. Fait qu'on va monter jusqu'à 3 degrés Celsius, même si on arrête aujourd'hui les gaz à effet de serre. Donc, se préparer aux impacts des changements climatiques qui vont être de plus 50 % d'ici 2050 à peu près, c'est primordial, ça devrait être notre priorité numéro 1. Et tout dépendamment des scénarios ou, en fait, des efforts qui sont faits au niveau local et global, au niveau de l'émission des gaz à effet de serre, bien, rendu à partir de 2050, on verra si on reste stable à ce niveau, en fait, de changement, ou si on continue à augmenter les moyennes annuelles. Par exemple, ça, c'est au Québec, qui vont pouvoir aller jusqu'à plus 7 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'on ne reviendra jamais à ce qu'on connaît aujourd'hui et encore moins à ce qu'on a connu comme climat dans notre enfance. Donc, il faut lutter sur deux fronts, réduire les gaz à effet de serre et s'adapter pour pouvoir, en fait, survivre.
Voilà. Au Québec, la bonne nouvelle, c'est que oui, on agit, mais on est au premier front aussi, parce que le Québec se réchauffe 2 fois plus rapidement que le reste de la province, parce qu'on est dans l'hémisphère nord. Fait qu'on voit ici que d'ici 2050, c'est ça, comme je vous ai dit, on va arriver, quel que soit le scénario, d'émissions de gaz à effet de serre à plus 3 degrés Celsius. Et d'ici la fin du siècle, ben, soit, si on arrête tout de suite les gaz à effet de serre, sur toute la planète, on va rester à 3 degrés Celsius de plus que l'ère pré-industrielle. Et on est loin du 1,5. Puis, si on continue à faire ce qu'on fait si bien aujourd'hui, bien, on va se rendre à un Québec qui sera 7 degrés Celsius de plus que l'ère pré-industrielle. Alors, c'est quoi la lutte au changement climatique? La lutte au changement climatique, ce n'est pas juste l'atténuation des gaz à effet de serre. La lutte au Québec, la définition, c'est les réductions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Et vous avez vu avec la présentation de Craig comment c'est important de s'adapter parce que, justement, quand ça arrive, il faut être prêt, parce que ça va arriver. En fait, les mesures existent, en fait. On n'a pas besoin de réinventer la roue. On sait quoi faire. En fait, c'est juste de les mettre en œuvre. Fait que dans le fond, on a des mesures qui fonctionnent pour l'atténuation des gaz à effet de serre, puis on l'a vu depuis ce matin dans le réseau de la santé, mais on a aussi des mesures qui sont efficaces pour l'adaptation au changement climatique, qui sont connues, qui sont effectuées déjà dans d'autres domaines, en fait, comme Craig l'a bien exposé. Et puis, on a des mesures qui peuvent être faites pour autant ils vont aider à la réduction des gaz à effet de serre qu'en adaptation au changement climatique. C'est quoi les stress chroniques climatiques qu'on peut s'attendre avec cette augmentation des gaz à effet de serre qui s'en viennent? Et l'augmentation surtout des températures moyennes. Bien, en hiver, en général, il va y avoir, oui, des hivers moins froids, mais une augmentation, en fait, des précipitations sous forme liquide, c'est-à-dire de la pluie hivernale, froide, verglas, gel des gels, fractures de la hanche en allant travailler. Au printemps, bien, l'été va être plus grand, donc le printemps va arriver plus vite. La fonte de la neige va arriver plus vite, ce qui va faire plus d'inondations printanières plus rapides et diminution du gel des gels. En été, bien, évidemment, l'été va devenir plus chaud, plus long, ce qui fait qu'il y a une augmentation du nombre et de la durée des vagues de chaleur extrêmes. Donc, ce qu'on connaissait de 0 à 1 par année, on peut s'attendre à 4, 5 par année d'ici 2050-2100. Plus de précipitations de type orageuse, on l'a vu avec débit, des sécheresses, des pénuries d'eau. Et l'automne va arriver plus tard, donc sécheresse aussi, pénuries d'eau qui vont être prolongées et plus de temps orageux également. Quel que soit le niveau géographique, on est touché par les changements climatiques, mais plus on se situe au nord, plus l'augmentation des températures moyennes annuelles vont être importants, plus que les changements au niveau des extrêmes climatiques vont être importants. Et ça se répercute sur plusieurs secteurs, selon les régions. Ça va être au niveau des transformations des environnements nordiques, le dégel du pergélisol qui s'effectue déjà, la submersion côtière, l'érosion côtière, la fragilisation des écosystèmes, de la biodiversité, qui est empirée, en fait, avec les changements climatiques, la transformation des modes de vie de certaines communautés isolées, que ce soit nordiques ou, par exemple, on peut penser aux îles de la Madeleine. Des dommages aux infrastructures, évidemment, impact sur la santé physique et mentale de la population suite à ces impacts-là, et des pertes économiques dans plusieurs secteurs, que ce soit forestier, la pêche, l'hydroélectricité, le tourisme et l'agriculture. Je vais passer vite sur les impacts à la santé parce que Craig et Mike en ont parlé rapidement aussi, mais je voulais illustrer ici la carte des îlots de chaleur parce que lorsqu'il y a une vague de chaleur en été, il fait chaud, oui, mais en ville, il y a des cellules au niveau de l'urbanisation où il fait encore plus chaud et
Donc, s'il fait 32 à l'aéroport sur la station météorologique, au coin de la rue, en îlot de chaleur, il peut faire jusqu'à 42 ressentis degrés Celsius. Et là, ici, je vous ai mis le beau parc La Fontaine que vous avez à Montréal, qui est un îlot de fraîcheur incroyable. Mais tout autour du parc La Fontaine, on peut voir des petits îlots de chaleur qui sont répartis. Et je vous ai encerclé les installations de santé, les hôpitaux et les CHSLD qui sont situés, vous verrez, en îlot de chaleur urbain. La plupart des CHSLD n'ont pas la climatisation. Mais c'est qui sont les patients? Bien, c'est les patients les plus vulnérables à la chaleur et à d'autres impacts, des gens qui ont besoin de soins, qui sont aînés, multimédicamentés, etc. Évidemment aussi, il va y avoir des impacts sur la qualité de l'air. On pense à fumer des feux de forêt, des épisodes de smog plus fréquents. Et le smog, lors de périodes de chaleur, est encore plus important sur les effets à la santé, que ce soit au niveau cardio-respiratoire, l'asthme, etc. Les pollens allergènes qui vont s'amplifier aussi avec l'augmentation, l'étendue de la saison estivale, plus de pollen au niveau printanier et l'herbe à poux qui va sévir. Au lieu de fleurir 2 fois par été, ça va être 3 ou 4 fois. Et les zoonoses aussi qui vont augmenter. Ça, on le voit déjà avec la grippe aviaire, mais la maladie de Lyme qui, suite à la transformation des écosystèmes, continue de migrer vers le nord et vers l'est du Québec. Les impacts à la santé sont vraiment importants. Juste ici, l'exemple des vagues de chaleur qui causent des impacts sur le service de santé aussi, sur la santé et donc sur les services de santé. Juste avec la vague de chaleur de 2018, j'ai oublié de mettre la référence, c'est l'INSPQ, on a observé une augmentation de presque 30% des décès dans une vague de chaleur pour la période, augmentation de plus de 20% des hospitalisations, des transports en ambulance et de la fréquentation des urgences au-dessus de 15%. Au niveau des inondations, bien là, on a des stress rapides, donc des blessures, tout ça. Mais à long terme, ça cause des impacts à très long terme. Des fois, on peut voir ces impacts-là. 3 mois, 6 mois, on a même vu 2 ans, une désorganisation de la vie quotidienne, du stress post-traumatique, de la détresse, de l'épuisement, des dépressions. Rapidement, ici, c'est juste pour vous montrer que chaque courbe de couleur ici est une région différente, puis c'est les données sur les 15 dernières années, environ, selon la base de données. Puis on peut voir qu'à travers les températures moyennes journalières, c'est-à-dire s'il fait 30 degrés le jour et 10 degrés la nuit, ça donne une température moyenne de 20. Fait qu'à partir de 20 degrés Celsius, on voit une hausse quand même très marquée des mortalités au Québec, des hospitalisations dans certaines régions, des visites à l'urgence, des transports ambulanciers et des appels à 811. Fait que c'est pas juste une vague de chaleur qui fait ça, c'est sur toutes les années depuis les 15 dernières années. Plus il fait chaud, plus ça a un impact sur la santé et les services de santé. Les infrastructures aussi peuvent subir des dommages, avec des exemples, Windsor, inondé, débris de tuyaux avec des froids extrêmes, des pannes électriques généralisées lors d'épisodes de verglas. 80 établissements avaient été touchés ici à Montréal en 2023. Et l'évacuation lors des feux de forêt aussi, où il faut transporter l'ensemble de l'hôpital en dehors de l'hôpital, et avec certains enjeux sur la santé des patients. L'adaptation au changement climatique, ça peut se faire sous plusieurs niveaux. C'est ma dernière slide. Au niveau de la région, de la MRC, du bassin versant, là ici, c'est les exemples par rapport à l'inondation. On peut empêcher la construction sur des milieux, des zones inondables. La municipalité, avec le type de pavage, le type de stationnement qui est réglementé, ou même sur le bâtiment, en utilisant des bâtiments qui sont résistants soit à la chaleur ou aux inondations. Fait que là-dessus, je vous remercie. Oui, si tu peux juste peut-être donner le petit pointeur à Pascal. Oui. Oui.
Donc, merci beaucoup, Céline. Donc, moi, j'aimerais en fait inviter Pascal Rouillet et Antoine Bouisseret à peut-être venir juste rebondir peut-être sur la présentation de Céline et nous dire un peu avec votre expertise à vous, donc d'urbaniste et d'architecte, sur quoi le réseau de la santé et des services sociaux devrait concentrer son énergie en matière d'adaptation au changement climatique. Donc, les quelques éléments qui seraient importants selon vous en 2-3 minutes. Je peux débuter ? Voilà, je vais débuter. Ça prend le micro. Oui, ça prend le micro. Je peux débuter en réaction ici, effectivement, sur le terrain, parce que nous, au quotidien, on est sur le terrain à accompagner aussi le milieu dans la réalisation de projets. Et j'ai voulu aller très humblement mettre aussi quelques exemples portés par la communauté. Je pense que l'autonomie est un des points qui a été mentionné ici, qui a été mentionné dans les présentations aussi précédentes depuis ce matin. Comment on est autonome dans nos ressources, spécialement l'énergie, on en a pas mal discuté ce matin, mais aussi en termes d'eau, eau potable par exemple, eau usée, ça a été aussi présenté ce matin. Mais là, je mets une petite illustration très simple. Comment on peut se doter de réservoirs d'eau potable, aller chercher une autonomie sur plusieurs jours. C'est vrai qu'on y pense moins, on est au Québec, cette autonomie-là sur ces ressources d'eau, mais c'est important ici de pouvoir préserver une autonomie dans nos ressources. Alors, penser par des petits gestes, surtout dans le cadre bâti existant. Ça a été dit ce matin par Jérôme, on a à intervenir sur nos bâtiments existants pour la plupart des projets, sur nos actifs existants. Donc, comment travailler sur l'autonomie, ça me paraît un des angles d'attaque importants pour la résilience en réponse à ce qui était présenté. Mais peut-être aussi sur la sécurité des biens et des personnes en élargissant, je pense, le spectre, la loupe autour de nos projets de construction ou de réhabilitation de nos sites. Est-ce qu'on est dans des sites en cuvette, par exemple, c'est-à-dire dans des points bas au niveau de la topographie qui vont précipiter les accumulations d'eau, donc se prémunir dans ce contexte-là, prémunir au niveau de l'accessibilité, au niveau des inondations. Donc vraiment, pour moi, la pensée à élargir le contexte d'aménagement au niveau de l'échelle d'intervention et le réfléchir dans un plan directeur d'ensemble qui ne se limite pas au lot cadastral du projet. Je pense que c'est une des erreurs qui est faite régulièrement ici. Donc, inclure les projets reliés à la santé dans des plans directeurs d'ensemble pour penser à la topographie, penser à l'accessibilité, penser aux risques dans une inclusion plus longue. J'ai mis ici une diapositive sur le... Excusez-moi, je reviens juste un peu en avant. Ça, c'est une illustration, je n'ai pas nommé la source, issue des guides du service de l'eau de la ville de Montréal, justement, qui s'est doté de différents outils pédagogiques, mais aussi de sensibilisation aux porteurs de projets, aux grands propriétaires, sur la sécurité des biens, des personnes, et notamment sur ces enjeux d'inondation pluviale. Ici, tout simplement, c'est comment on travaille avec la communauté aussi sur le maintien des actifs, avoir des plans d'adaptation et de maintien de nos actifs existants pour justement intégrer ce qui vient d'être dit sur la résilience. Comment on intègre, ce matin ça a été discuté, la gouvernance, comment on crée de nouveaux modèles de gouvernance pour inclure ce sujet du maintien et de l'adaptation de nos actifs existants par rapport à ces vagues de chaleur, à ces précipitations de plus en plus importantes pour maintenir un niveau de service intéressant. Donc, de prime abord, c'est les axes que je souhaiterais vous apporter aujourd'hui. Parfait. Puis toi, Antoine ? Alors, je complète, mais par contre, la présentation va s'enchaîner ou pas ? Oui. Voilà. Mais juste pour rebondir un petit peu aussi sur un peu la mise en contexte, c'est vrai que la question de l'adaptation. Alors déjà, une petite parenthèse, c'est qu'on est un peu deux intrus, un architecte et un urbaniste. Où sont les autres ? Quelque part, et merci vraiment Jérôme pour la main tendue, parce qu'effectivement, dans l'environnement du soin, que ce soit à l'échelle du bâtiment ou du territoire, bien sûr, toutes les parties prenantes peuvent faire les choses, et nous, concepteurs, on ne pourra rien faire sans vous. Donc, ça crée aussi des passerelles pour avoir des alliés, et peut-être voir les choses un petit peu autrement, parce que la question de l'adaptation, aussi pour mettre en contexte, il y a une question de temps, d'échelle et d'impact. C'est-à-dire qu'au niveau du temps, il y a le temps long,
Donc comment on va anticiper la conception de nos infrastructures pour durer dans le temps et s'adapter. Mais il y a aussi le temps court, la gestion des crises. On l'a un petit peu oublié, la crise Covid, et puis un coup, ça va être différents phénomènes. Mais comment nos infrastructures peuvent encaisser justement ces effets de choc. Alors, est-ce qu'on bunkérise et on surdimensionne tout, puis on n'en aura pas les moyens? Ou est-ce que justement on intègre quand même dans la conception ces notions du temps court de crise, comment on peut adapter la crise, et sur le temps long? Et le troisième élément, c'est au niveau de l'impact. Il y a les impacts, on en a parlé, directs et indirects sur la santé publique. Et ça re-questionne aussi peut-être simplement aussi l'avenir de l'hôpital. C'est peut-être pas un hôpital, il faut peut-être aussi sortir du segment hospitalo-centré, où à un moment, c'est sûr que si on continue avec une gouvernance un petit peu en silo, ben on se dote peut-être pas non plus des bons outils pour apporter une réponse plus globale sur ces enjeux de santé publique. Alors, je prends la zapette. Et là, bon, il y a quelques slides, c'est Silvio, pour mettre un peu la table, et puis on pourra revenir un peu sur les sujets pour vous montrer prise de conscience et quelques pistes de solutions émergentes. Oui, donc pourquoi les hôpitaux deviennent obsolètes? Enfin, c'est quand même, cette image-là est un peu saisissante, parce qu'un hôpital qui a moins de 30 ans de durée de vie et qu'on considère totalement obsolète, mais l'obsolescence, c'est quand même, faut l'assumer dans nos environnements de soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, on voit quand même, c'est inversement professionnel, plus la technologie augmente et plus on arrive dans le temps présent, une différence quand même de durée de vie de nos environnements bâtis. Mais pour arriver au paradoxe aujourd'hui, puis il faut qu'on en ait conscience, c'est pas grave, quand on commence à concevoir un projet, on est déjà obsolète quelque part. Et donc, comment aborder le projet dans un sens de process permanent plutôt que de livrer un projet obsolète? On est en train d'en construire actuellement, sans ouvrir de... et donc, comment l'hôpital s'adapte-t-il par rapport aux crises? Donc, des crises, que ça soit pandémique, climatique, mais aussi des crises de ressources. Enfin, on ne peut pas nier aussi comment on va s'adapter sans tenir compte aussi de cette pénurie constante et croissante. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on attend tout de l'hôpital et de l'infrastructure toujours en surdimensionnant les choses, c'est peut-être pas la solution, parce qu'elle sera peut-être pas soutenable. Et puis ça, c'est même des directeurs généraux d'établissements qui conviennent que notre infrastructure aujourd'hui hospitalo-centrée n'est peut-être pas soutenable. Donc c'est aussi ouvrir peut-être d'autres perspectives. Bon, au niveau aussi des populations, là on a parlé de l'évolution du climat du temps, mais nos populations changent. Donc la grande famille traditionnelle québécoise de ma belle famille, de leurs grands-parents, aujourd'hui, c'est nos aînés aujourd'hui. Donc aussi, on est face à une population vieillissante. Enfin, c'est aussi d'autres enjeux par rapport à la santé publique et au choc aujourd'hui d'adaptation. Donc, comment concilier santé et écologie? Donc, au niveau de l'empreinte du système de santé, on en a parlé, de l'empreinte des bâtiments. Et c'est une histoire qui s'est un petit peu discontinue, parce que même dans la conception des hôpitaux, les hôpitaux étaient extrêmement innovants dans l'approche bioclimatique. Petite parenthèse, le Royal Vic et tout ça, il y avait des systèmes de bioclimatisme. Aujourd'hui, on est passé d'une ère en lien avec son territoire, son environnement extérieur, l'hôpital pavillonnaire, à des conceptions très mécanisées, très technologiques et un petit peu hors sol. Donc on est peut-être aussi à la fin d'un cycle par rapport à ça. Et puis comment donc concilier écologie et santé publique, mais comment réconcilier aussi le technologique et l'humain? Le technologique peut avoir des vertus, ça peut justement libérer aussi le rapport au territoire. La télémédecine, il y a un certain nombre de choses qui vont aussi changer notre rapport à l'espace. Donc profitons aussi des bienfaits aussi de ces technologies, tout en gardant l'essence même de l'action de santé publique, puis de faire citer au sens large, c'est le rapport à l'humain. Donc, des territoires aussi très contrastés. Enfin, je dirais Montréal est un petit exemple, ou Toronto, nos grandes villes, on est dans un territoire qui n'est pas tant dense que ça. Alors, effectivement, une densité de population, une masse critique est importante, mais comment aller aussi au contact et comment aborder aussi ces enjeux d'infrastructure de santé à l'échelle d'un territoire qui est beaucoup plus large. On ne peut pas dupliquer un modèle qui fonctionne dans un système dense avec un système extrêmement diffus. Donc, ça re-questionne aussi le rapport de la morphologie et du territoire. Et donc voilà, donc l'établissement, concevoir un hôpital aujourd'hui, c'est peut-être encaisser aussi des capacités de reprogrammation. C'est-à-dire qu'à un moment, on est toujours aussi à se dire, on conçoit, et c'est pareil pour du neuf comme de l'existant. C'est-à-dire aussi, une petite parenthèse, aujourd'hui, la solution, ce n'est pas forcément de construire des mètres carrés, parce que à ce rythme-là, on n'y arrivera pas. Et combien de mètres carrés on a aujourd'hui dans notre parc d'infrastructures, aussi bien hospitaliers que non hospitaliers? Quel est le taux d'occupation de certains établissements, de certaines infrastructures publiques qu'on n'utilise pas? Donc on a un gaspillage monstrueux de mètres carrés, et on pourrait déjà, à l'échelle beaucoup plus globale, anticiper justement cette capacité de reprogrammation.
Il peut y avoir des solutions temporaires, ça c'est un exemple. C'était avant que j'arrive au Québec, au moment de la crise Covid, il y a eu un concours d'idées justement en Europe, en France particulièrement, pour justement avoir des unités déployables. Et ça c'est la question aussi d'un temps court. Comment on fait justement? Est-ce qu'on construit une infrastructure permanente ou est-ce qu'on constitue un petit canot de sauvetage? Là c'est une conception innovante semi-gonflable justement pour offrir des solutions temporaires mais dont on n'a peut-être pas besoin la totalité du temps. Et ça pose la question aussi, typologie et cycle de vie. L'hôpital comme système complexe, aujourd'hui, il y a plein de composantes qui sont très différentes et qui ne sont pas non plus forcément hyper high-tech ou très lourdes. Aujourd'hui, on surdimensionne nos établissements. Et puis ça part d'un bon sentiment. On veut s'adapter. Et puis là, donc, le côté bunkérisation, il est énorme. Or que finalement, une partie peut-être être concentrée sur la ressource rare, donc les espaces médico-techniques, avec une durée de vie qui est assez courte, qui doit être agile. Mais aujourd'hui, on agrège les composantes, on les empile en plus. Niveau résilience et adaptabilité, c'est faible. Et là, je voulais vous partager, c'est un petit peu un modèle un peu théorique, mais on essaie de creuser ça pour sortir un peu du champ de la commande conventionnelle, pour dire aujourd'hui la notion de cycle de vie ou d'hôpital génératif, c'est de dire aujourd'hui les composantes, elles peuvent être distinctes, elles peuvent être coopérantes. Donc on parlait aussi, puis c'est déployable à toutes les échelles, à l'échelle de la prise en charge, entre la partie d'hospitalisation qui est plutôt domestique, la partie chaude, on va dire, qui est le plateau technique, et ça débouche à plein de solutions, que ça soit constructive, que ça soit au niveau de l'énergie, donc de rendre le système coopérant et d'arrêter d'être justement non seulement hospitalo-centré et de tout empiler les uns sur les autres. Et si on commence à raisonner comme ça sécurise la chose, ça permet que chaque entité peut aussi évoluer à son rythme différent, s'étendre, réduire éventuellement, et là, ça ouvre à une conception nouvelle, mais qui aujourd'hui, dans notre cahier des charges actuel, ne permet pas totalement de le déployer. Donc c'est un peu aussi, pas un appel à l'aide, mais on a besoin aussi, avec les acteurs de terrain, d'influencer aussi la pratique pour peut-être sortir un peu de la boîte. Je parlais du patrimoine existant. Là, c'est un exemple, c'est pareil, c'est un exemple un petit peu orphelin. Effectivement, on l'a proposé. Les premières réticences sont venues du monde de l'ingénierie qui dit « Oh là là, on va tout changer ». Mais un hôpital, là, on est à Chicoutimi, on fait une grosse infrastructure, mais le fait de créer cette infrastructure en lien avec une infrastructure existante, il y avait des opportunités d'utiliser le potentiel de l'infrastructure existante. On recrée une grande cheminée indirectement parce qu'on recrée des ascenseurs, des escaliers pour distribuer l'infrastructure existante. On crée un volume de distribution qui est énorme entre une cour, un îlot de fraîcheur d'un côté, un parvis planté de l'autre côté. Les solutions bleu climatiques, elles sont hyper simples. Et puis, on a beau dire au Québec, il y a un climat. Moi, j'ai vu des solutions comme ça en Finlande. Le climat, donc pouvoir ouvrir des stratégies bioclimatiques, c'est super simple. C'est pas plus cher, mais aujourd'hui, les faire aboutir, c'est extrêmement difficile. Donc, il va falloir aussi fédérer un petit peu ça. Puis ça, c'est juste pour terminer, c'est pour montrer justement à l'échelle bâtiment, mais c'est ne peut pas être que résolu à l'échelle d'un bâtiment, c'est à l'échelle d'un territoire. Donc c'est une nouvelle condition urbaine. Et quand on parle de réversibilité ou de réseau, donc la technologie peut permettre aussi d'avoir des relais un peu différents. Cette vision hospitalo-centrée, j'ai un exemple aussi en Belgique. Il commence à dire, non, c'était pas en Belgique, c'était en France, j'en ai une délégation québécoise va voir un établissement privé à Nantes, et c'est nouveau, on réouvre des structures dans les régions, et c'est les médecins, on réouvre le bloc un certain nombre de jours dans l'année, et plutôt que d'avoir une mobilité monstrueuse avec des secteurs mal desservis, et ben là, c'est la ressource rare qui se déplace au contact de la population, c'est programmé, et ça couvre le territoire différemment. Donc voilà, c'était pour mettre un peu la table et ouvrir quelques perspectives de discussion pour les prochaines questions. Voilà. Et merci beaucoup. Je ne sais pas, Jérôme, est-ce qu'on peut rebondir Je vais passer d'abord dans une certaine trame, puis on rebondira éventuellement après s'il reste du temps. J'ai entendu des mots-clés, et on l'a entendu dans des présentations tout à l'heure. On parlait effectivement de l'importance de la collaboration. Puis, je pense dans le réseau de la santé, il y a ce mot silo. Là, je pense que c'est dans le réseau de la santé, mais dans la société d'une manière générale, on se parle, mais on ne se parle pas, puis on fait toutes des choses en parallèle et on réinvente continuellement la roue. J'aimerais rebondir un peu sur ces mots-clés-là et poser une question à Caroline. Catherine, excuse-moi. Oui, c'est ça, excuse-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Caroline, là, mais j'imagine la main gauche, c'est mauvaise main gauche, là, t'es pas bonne. Donc, Catherine, excuse-moi.
tu sais, c'est sûr qu'à la SQI, tu m'as expliqué un peu ce que vous faisiez et tout ça, puis j'aimerais que tu nous expliques un petit peu quelle est la part de la collaboration, donc la collaboration avec des parties prenantes qui peuvent être, on parle d'adaptation au changement climatique, mais je pense que les municipalités au Québec ont un train d'avance sur les établissements de santé, clairement, sur d'autres niveaux de la société, et donc comment vous collaborez avec ces gens-là, et est-ce que vous collaborez avec ces gens-là, tout simplement? Ben, en fait, la SQI, c'est un peu comme, j'imagine, le CHUM, les CIS. Plus l'organisation est grande, plus c'est difficile de savoir ce que fait une autre unité administrative. Moi, j'ai la chance d'être dans une unité à portée corporative, donc mon travail, c'est notamment de parler avec toutes sortes de monde, puis d'être un peu au fait de ce qu'ils font, de leurs préoccupations, des enjeux qu'ils rencontrent. Et dans le contexte de l'adaptation, mon rôle, c'est à la fois d'informer, de sensibiliser, donc d'expliquer ce que ça veut dire, les changements climatiques, et d'entendre aussi que pour bien de mes collègues qui sont parfois sur le terrain, c'est très abstrait toujours ce que c'est l'adaptation au changement climatique. C'est pas concret, c'est pas matérialisé. Donc, tant que tu n'as pas matérialisé, tu n'as pas réalisé ce que ça pouvait faire pour toi et ce que toi, tu pouvais faire pour l'adaptation, tu ne peux pas te mettre en action. Ils sont tous au courant de ce qu'il faut faire pour la lutte, là, la réduction des GES, l'énergie, tout ça, c'est acté. Mais tout ce qui est adaptation, il y a encore beaucoup de chemin à faire avec eux. Et la SQI, on gère un parc immobilier qui est aux 4 coins du Québec. Donc, la réalité sur la Côte-Nord n'est pas la même qu'en Abitibi ou au centre-ville de Montréal. Donc, les gens qui sont sur le terrain ne sont pas confrontés non plus au même phénomène. Les changements climatiques ont finalement une signification qui peut être différente pour eux. Donc, ça, c'est une chose. D'un autre côté, j'utilise ce réseau-là, donc je les mets à profit pour aller chercher de l'information, pour avoir un portrait précis de qu'est-ce qui se passe chez vous. Le bâtiment, est-ce qu'il a été confronté à des événements par le passé? Est-ce que tu remarques des choses qui sont différentes? Est-ce que vous êtes obligé de procéder à des routines d'entretien, d'inspection qui sont différentes de par le passé? Parce que ce sont des choses qui sont dans la tête des gens, dans les pratiques, et qui ne sont pas forcément dans un comptoir de données centralisé. Et mon dernier niveau de collaboration, c'est parfois sur des projets clients, on va m'interpeller, notamment des projets santé parfois. Est-ce que tu pourrais faire une analyse de risque climatique, ne serait-ce que pour identifier les aléas prioritaires que le projet devrait tenir compte dans sa conception? Puis je vous dirais, on commence à le faire. Là, on a 2 centres hospitaliers qu'on a fait, on a fait des études comparables. Et puis, le dernier niveau de collaboration, c'est avec nos partenaires ministériels, donc le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, MELCCFP, qui, eux, à leur niveau, vont développer plutôt des politiques, une vision pour le Québec, le plan pour une économie verte, un cadre réglementaire. C'est sûr que quand il y a des règlements, ça ne dépend plus d'une question de volonté, ça devient une obligation. Le MAMACH aussi fait beaucoup de choses, le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, pour tout ce qui est aménagement du territoire. À quel endroit on va positionner nos projets d'infrastructure? Est-ce qu'ils sont bien desservis par les transports en commun? Est-ce qu'ils sont accessibles à pied? Est-ce qu'ils vont venir contribuer à détruire des milieux naturels ou au contraire à participer à leur conservation? Donc, ces ministères-là vont être finalement des fournisseurs de données, d'orientation. Et moi, mon travail, quelque part, c'est de prendre ça et d'essayer d'opérationnaliser, de matérialiser ces visions-là. Merci beaucoup. So, Craig, slightly different question to you. So, we were talking about collaboration. So, I suppose in BC, you've got probably something to say about indigenous people and the way you are working with them. But we discussed this subject like quite a few times in the past month. So, I would also like you to just put the place of the healthcare system in BC in as a leader in adaptation, because that's what I think you are, a leader. It's not necessarily the same year. So if you can just say a little word about this and the collaboration you have with municipalities or other stakeholders. Okay. Is it coming through okay? No. There we go. All right, maybe lots to unpack in that one.
I would say that we are perhaps a reluctant leader. BC, I mean, we certainly had ambitious greenhouse gas emissions reduction goals. We do operate within a fairly progressive political climate, but on the adaptation front, it certainly hasn't always been this way. I remember going into a hospital design meeting in 2018 and perhaps putting some of these ideas forward. And people would say, well, that's nice, that's interesting, but we're not necessarily going to do anything about it. I cannot emphasize enough how much the extreme weather events and COVID really helped to push the envelope on this and have people understand the urgency. The best time to plant a tree is yesterday, and the best time, the next best time is today, right? And through this, I think we've learned really how much climate resilience intersects with all aspects of our health system and of our communities as a whole. I think an example that I've learned from Health Emergency Management BC, they don't call it climate adaptation, they call it emergency preparedness. But when we're looking at the health system, it comes down to access and flow. It's not just about having the latest and greatest new hospital. If you have a long-term care home in a rural and remote community and they have to evacuate due to a wildfire, they will fill the nearest emergency department beds. And so that speaks to the collaborative nature, and that has become clear recently. So touching on a few of the partners here, I'm on an energy and environmental sustainability team. Climate resilience is housed within there, but we have seen action from the province, and we collaborate with them in the Ministry of Health, BC Housing, providing housing solutions for the most vulnerable in our communities. They've been a major partner on this. They received federal funding several years ago, and we collaborated with them on those initiatives. So that's been a key partnership. The communities, I mean, this comes sort of from two directions. City of Vancouver is a good example of where you can leverage what a community is doing. They have, within their bylaws, the green building or green building requirements for rezoning. They have rezoning requirements for major sites, and the redevelopment of hospital land. Here I'll use BC Children's and Women's as an example there. Gigantic land within City of Vancouver, and City of Vancouver has their own resilience requirements, so then we can work with them to really push the envelope on that project, and then it can become, a national example. But perhaps you might actually be operating in the complete opposite context, where the community is not pushing on those topics. Maybe they don't have the capacity, maybe they don't have the political climate for it. And so then the health project can, instead become that item that pushes the envelope, and maybe tying it to reconciliation with Indigenous peoples. BC has was an early adopter of the Declaration of Rights of Indigenous Peoples Act, and we've seen great manifestations of that on some projects. The Cowichan Hospital redevelopment on Vancouver Island, that has been done in heavy collaboration with the local First Nation. And here, maybe just to touch on, what does cooperative climate resilience look like come to life? On that project, there's a wetland that can be used as natural stormwater management, but it's also become an interpretive area to communicate local history, but it also becomes a walkway for patients to get the benefits of outdoor time to speed the recovery. And so I think that is what it can look like when you go beyond the organization, have these conversations with all those that are affected by it, and push forward together. Thank you. Là, on vient de parler également d'un autre mot-clé, la flexibilité. Tout à l'heure, Pascal en a parlé, Antoine en a parlé aussi. Moi, j'aimerais revenir vers toi, Céline.
si on entend effectivement parler de ce terme-là, flexibilité, est-ce que tu pourrais élaborer sur ce que ça pourrait vouloir dire, en fait, quand on parle d'adaptation au changement climatique, à un établissement de santé ou à un système de santé qui soit flexible? Des petits exemples de flexibilité, je dirais, avec ton étiquette là, de personne qui a travaillé longtemps à l'INSPQ puis qui travaille à Roanoke maintenant. Par rapport à la flexibilité du réseau ouais. de la santé, bien, je pense que je vais passer la question. Oui. Je vais sauter de rebondir en fait sur Pascal. Alors, je sais que tu voulais rebondir tout à l'heure sur ce qu'Antoine disait. Donc, flexibilité, ça dit quoi à une urbaniste comme toi qui travaille sur différents types de projets? Oui, mais j'ai prévu, on peut basculer peut-être quelques diapositives aussi en arrière-plan, merci. Flexibilité, bon, effectivement, Antoine parlait de temps long et de temps court, pardon. Effectivement, de temps court et de temps long. Je pense que ce temps court, il est réaliste dans la mise en place d'adaptation, de mesures d'adaptation rapides, petites mesures d'adaptation rapides. Est-ce que c'est de la mutualisation de services, du partage d'espace pour avoir plus de flexibilité? Est-ce qu'on est capable de se dire, actuellement, on partage nos espaces extérieurs de stationnement? Très concrètement, est-ce qu'on est capable de partager nos stationnements entre plusieurs organisations, qu'elles soient municipales, publiques, privées ou d'autres organisations? On a de la place, en fait, avec une modularité, une flexibilité sur le temps d'occupation horaire. On a de la place dans l'espace sans forcément avoir à repenser, à construire de nouveaux grands actifs. Et je parle des stationnements parce que c'est marquant dans nos centres urbanisés denses ici. Plusieurs organismes à Montréal notamment, mais ailleurs au Québec, pensent à cette mutualisation de services, notamment tout ce qui est sur l'énergie, sur même la flotte de véhicules, la flotte d'outils, comment on fait pour partager des salles, des bureaux, et tout ça pourrait être adaptable, réplicable dans le milieu de la santé actuellement. Car regardez, la flotte de véhicules municipales actuellement n'est pas utilisée à 100%, et imaginons la fin de semaine, des modèles actuellement sont prévus pour essayer de penser à un partage de ces infrastructures-là. Nous-mêmes, on a pensé à des partages d'infrastructures, davantage de gestion des eaux de pluie. Là, je regarde Uranus, mais comment on peut partager dans l'espace, quand on est dans des espaces restreints, des infrastructures en surface qui vont nous permettre d'apporter une certaine résilience, adaptation aux vagues de chaleur, mais aussi aux inondations pluviales dans le futur, malgré nos espaces restreints. Donc, cette mutualisation, pour moi, elle apporte beaucoup de flexibilité monétaire, spatiale, mais aussi dans la gouvernance, dans les modèles de gouvernance ici. Ce qui m'emmène peut-être, je vais passer ici quelques illustrations, au multipartenariat. C'est sûr qu'on voit là, le nombre de personnes ici à ces événements, le nombre de personnes sur les projets autour de la santé, mais comment on est capable aussi d'être plus flexible sur les partenaires qu'on ramène autour de la table. Je parle ici par exemple des initiatives sur la mutualisation, mais on a aussi d'autres exemples dans le milieu universitaire de cas très pratiques qui se mettent en place au niveau de la recherche, du développement pour l'adaptation, que ce soit au niveau de l'eau, des vagues de chaleur, au niveau de l'alimentation, au niveau de la mobilité. On est face à des centres hospitaliers universitaires la plupart du temps. Est-ce qu'on est capable de ramener aussi cette recherche universitaire sur la résilience, l'adaptation au changement climatique dans nos centres hospitaliers universitaires et d'avoir cette flexibilité de milieu de recherche, de devenir de véritables laboratoires, écoles sur notre territoire, dans nos bâtiments, dans la réflexion. Donc je pense que le multipartenariat, l'ouverture à d'autres partenaires sur le terrain pourrait aussi être une bonne avenue en termes de flexibilité. On parlait tout à l'heure de planification. Je pense qu'aussi d'être flexible. Antoine disait, bon, est-ce qu'on est capable d'ouvrir, de fermer, de ne pas être constamment dans le même niveau de service en fonction des besoins. Mais ça aussi, là, cette
arrimage à la planification urbaine plus large, aux outils de planification en cours. On a plein de beaux représentants ici aujourd'hui. Comment, pour apporter plus de flexibilité, on vient s'arrimer à une planification plus large sans, je répète ce que j'ai dit dans la première question, mais sans rester dans nos frontières ici. Donc la Bécole en a parlé, mais la mutualisation aussi. Peut-être aussi pour apporter de la flexibilité, et là je sors un peu de ce qu'on peut entendre de manière conventionnelle, monitorer nos retombées. Il y a plusieurs beaux projets qui se mettent en place, du petit au grand projet. Être capable de monitorer nos retombées sur le terrain, de résilience, d'adaptation face au changement climatique dans toutes les sphères, la mobilité, l'eau, la chaleur, l'approvisionnement, l'autonomie, et de le divulguer de manière peut-être sensible, peut-être plus poétique, artistique, pour justement amener de la flexibilité aussi par rapport à la perception des usagers, à la perception des acteurs sur le terrain, donc de divulguer nos efforts, de divulguer nos bons coups pour être en mesure d'apporter une compréhension aussi que les choses sont en train de changer, qu'on a de la flexibilité qui est déjà en train de se mettre en place, mais comme disait Antoine, ça prend un certain temps long. Il faut se doter d'outils et ces outils-là prennent un temps long et ça va prendre effectivement des options modulables dans le temps pour qu'on puisse se permettre peut-être de déconstruire ce qu'on est en train de construire actuellement quand on aura mis les solutions non tangibles en place, nos processus en place en arrière-plan, par exemple des solutions sur la mobilité, le transport, le déplacement, etc. Ça prend du temps à mettre en place, donc pensons nos bâtiments aujourd'hui comme déconstructibles ou adaptables dans un cycle de vie, bien entendu, intéressant, mais de divulguer nos efforts d'une forme ludique, artistique, poétique, tout en les monitorant pour apporter une flexibilité certaine. Donc, voilà. Merci. Donc, mais je vais sauter sur quelque chose que tu viens de dire. Donc, tu parlais effectivement de l'importance finalement de diffuser un petit peu de l'information, peut-être en temps réel ou autre, aux personnes qui vont traverser ces espaces-là. Je sais qu'on en a discuté par le passé sur d'autres types de projets, mais ça m'amène en fait à revenir vers Catherine et de se dire, effectivement, de ce qu'on se rend compte, là, dans quels que soient les dossiers, là, ça peut être en mitigation, changement climatique. Tout à l'heure, on avait plusieurs beaux exemples qui nous disaient, voilà, voici nos courbes, on est rendu là et tout ça. Bon, il y a toujours cet aspect de venir mettre des chiffres, donc d'avoir des indicateurs, puis de développer en fait un système qui nous permet de façon quand même relativement précise de savoir ce que je fais, ce que j'ai investi comme énergie, comme argent et autres, est-ce que ça donne réellement quelque chose? Comment vous faites ça à la SQI par rapport à l'adaptation au changement climatique? Je veux dire, est-ce que vous avez développé quelque chose qui permet de suivre ça? Non. Non? Non. J'écoutais la présentation de Craig ce matin et je me disais, mon Dieu, ils sont 10, voire 15 ans en avant de nous. Moi, je suis toujours justement dans la réflexion de comment est-ce qu'on mesure les progrès en adaptation. L'atténuation, on est capable d'avoir des équivalents de CO2. C'est quelque chose qu'on peut quantifier relativement facilement. Dans un organisme public, on est fixé par des plans d'action, des redditions de comptes trimestriels, des bilans annuels. Et l'adaptation, souvent, va se faire sur des horizons de temps qui ne rentrent pas dans ces cadres-là. Donc, je prends l'exemple je rebondis sur ce que tu viens de dire, Pascal. J'investis sur un système de gestion des eaux pluviales, mais je n'ai pas d'averse de pluie diluvienne au cours des 5 prochaines années. Est-ce que ça veut dire que mon système n'est pas efficace? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas adapté au changement climatique? Non. C'est juste que l'événement ne s'est pas produit, ne m'a pas permis de valider l'efficacité réelle de cette mesure-là. Donc, il y a ça qui est très difficile, qui est très intangible dans un cadre où on doit faire une reddition de compte sur l'efficacité des mesures. Il y a aussi tout ce qui est intangible, puis là, je rebondis sur la présentation de ce matin de Pump It Up, toute la question de la sensibilisation, de la formation. Est-ce que je peux mettre dans mon plan d'action d'adaptation au changement climatique le nombre de formations que j'ai données dans l'année qui va faire mon organisation est mieux adaptée au changement climatique? Vous avez tous étudié longtemps, vous avez tous vécu des expériences où un enseignant n'était pas en mesure de venir vous chercher, de vous intéresser suffisamment à sa matière. Donc, vous êtes resté là, vous avez fait l'examen et vous avez poursuivi votre vie. Bien, c'est la même chose avec l'adaptation au changement climatique, je pense. On peut donner des formations, mais si la personne ne se sent pas interpellée, elle ne se sent pas visée,
responsable à quelque part, qu'elle peut prendre action. Donc, je suis assez critique avec la façon dont on peut monitorer l'adaptation, mais j'y réfléchis, j'ai très hâte de prendre connaissance de l'entièreté des documents que Craig a présentés ce matin, parce que oui, il y a tout ce qui est technique, puis il y a des solutions qu'on peut isoler puis identifier comme solutions d'adaptation, mais il y a aussi ce que j'appelle du domaine de la compétence professionnelle. Donc, de faire des bons choix comme architecte, comme ingénieur, de dire, j'ai un projet, j'ai un bâtiment à entretenir, c'est quoi le matériau le mieux placé pour résister aux conditions d'humidité et de vent fort? Est-ce que c'est de l'adaptation ou c'est juste de la compétence professionnelle? Donc, moi, je suis beaucoup dans cette réflexion-là, un regard assez macro sur la façon dont on peut mesurer, mais c'est certain qu'en même temps, on avance, on est en train de développer notre plan d'adaptation, on fait nos évaluations de vulnérabilité au changement climatique. J'ai plein d'indices dans quelle mesure un bâtiment va être vulnérable à certains aléas climatiques, mais c'est basé sur des données objectives. C'est une fonction, c'est un lieu, c'est des composantes constructives. Donc là, il n'y a pas vraiment de quiproquo. On a un résultat objectif et mesurable et comparable. L'adaptation, pour moi, c'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus multifacette aussi. Puis c'est vraiment intéressant, par contre, de pouvoir en discuter puis de réfléchir ensemble à cet enjeu-là. Merci beaucoup. Ça m'amène à une petite question complémentaire on n'avait pas discuté nécessairement, là, mais on parlait tout à l'heure de silos et autres. Donc, est-ce que la SQI a de la chance, elle a une personne comme toi qui travaille sur ces dossiers-là. Est-ce que tu discutes avec tes collègues, s'il y en a, dans d'autres organisations gouvernementales provinciales? Donc, est-ce que vous partagez les choses ou on est aussi en silo à ce niveau-là? Non, je te dirais qu'une fois qu'on est connu, en général, on est ressollicité. Excellent. C'est sûr que je collabore beaucoup avec la DAC, la Direction de l'adaptation au changement climatique au ministère de l'Environnement. Mais parfois c'est l'équipe de l'expertise hydrique qui est en train de réfléchir. En tout cas, on attend là, la nouvelle cartographie des zones inondables. Donc, il y a vraiment différentes équipes qui travaillent sur différentes facettes des changements climatiques. Donc, oui, je vais souvent prendre part à des discussions, puis mon organisation est dans cette optique où le partage de connaissances et des compétences, on le fait, puis il y a souvent un retour du balancier de toute façon. On apprend des autres aussi. Donc, Merci. So, Craig, we're talking about you. So, it seems, and I think you just showed it that in BC you are a bit advanced on us. So, what are your KPI on climate change adaptation? Do you already have these kind of indicators, or is it still a work in progress? How do you next time you will have something, a flooding or something like that, how will you just, be able to estimate if the things that you've done in the new buildings are the right things? Well, and I hope that this is actually encouraging to say that you aren't necessarily that far behind on this one. There is a very, very strong desire for resilience KPIs. What are our indicators? We do a lot of annual reports, quarterly presentations, board presentations, and people want to know, what is our resilience KPI? We're not there yet. And in fact, when I started my role, I took out some of the ones that we had because they weren't meaningful or trackable over time. On the public health realm, there are certain things. Urban canopy cover is one. Heat island reduction. What are your public health metrics? But on the facility side, I would say that it is much more process-oriented at this stage. You look at the steps that I outlined there, the climate hazard exposure screen, the climate risk assessment. I mean, we can track how many facilities do we have, which ones of those have we completed these exercises for, and if there are recommendations, were they in fact integrated? But where it gets very tricky is good resilience measures perhaps result in avoided losses, and without some very
sophisticated modeling, how do you necessarily communicate those avoided losses? I am keeping my eye on the OECD guidance, and it does seem consistent with, and the same with tracking national progress on adaptation, is the presence of an adaptation plan. Are these conversations taking place? Are measures being implemented? But I don't think we're quite there yet. We are watching closely. If we figure it out, we are more than happy to share. And then I think that something really positive coming in the next bit is perhaps the extra motivation. If we see that we are going through the process, but the measures aren't being implemented, but we're hearing from our leadership that climate resilience is a priority, are we able to point to it and say, if it is truly a priority, we need to track that we are implementing these so that we are truly acting on it. Maybe one last thing, because I did skip over on the cost piece, is during the events of 2021, we had some of our asset risk teams did sort of post-event analysis. What happened? What was the cost? What was the surface disruption? And what would be necessary to remediate against that? So there are costs associated with that. Now, when we're designing new construction, we're just starting this, is when those resilience measures are identified, are they in at 30%? Are they in at 50%? Are they in at 90% of the design? And then asking the design disciplines, what was the cost increase? What was the delta between not having this measure and having it in there? I think something that often gets forgotten about measures or miscommunicated about them is that it's the option between having no cooling system or having one designed for 2050, when actually it's the difference between having one designed for 2020 and one for 2050. Thanks a lot. J'irai vers toi, Antoine. Je ne vais pas t'amener sur la flexibilité, tu en as déjà parlé un petit peu. En fait, je voulais t'amener un petit peu en dehors des sentiers battus. En fait, pour avoir discuté beaucoup avec Craig, puis j'en ai discuté un petit peu avec toi, je sens dans la construction notamment, on est toujours un peu pris que du bâtiment, puis on est toujours un peu en arrière. Là, en tout cas, on n'est pas capable de penser à l'hôpital du 21e siècle alors qu'on y est déjà. Est-ce que je dirais, le travail d'organisation comme LEED, justement, qui est en train de pousser dans son V5 des obligations sur l'adaptation au changement climatique, c'est quelque chose qui aide les architectes à faire pousser en fait ces obligations-là auprès de leurs clients, dans ce contexte-ci, les établissements. Puis peut-être juste de venir pousser un peu plus sur ça serait quoi ta vision à toi comme architecte qui est habitué à travailler avec les établissements de santé de ce que devrait être un établissement, disons, on va sortir de l'hôpital, on a dit les hôpitaux ils nous ennuient, là, c'est disons un CHSLD qui serait adapté au changement climatique qu'on construirait demain, ça ressemble à quoi? Alors la question est un peu vaste, mais déjà par rapport au LEED, oui c'est très bien je dirais le LEED, mais c'est une figure imposée qui oriente quand même quelque chose, mais cocher des croix dans un tableau LEED, c'est pas ça qui fait un projet réellement ambitieux et réellement résilient. C'est un petit peu ça la limite quand même de l'exercice, mais elle est quand même, elle a un bon fondement. Parce que si on regarde plus en profondeur un petit peu, et si on parle un petit peu d'une vision un petit peu plus générale, parce que c'est vrai qu'il y a comme toujours le paradoxe aussi, on dit on veut s'adapter, et en même temps, c'est pas forcément plus dépensé. Je dirais un humeur électrique, oui, c'est décarboné, mais c'est complètement débile, quelque part. Si je le transpose, une petite caricature, mais il y a une notion aussi de re-questionnement de notre... le mot frugalité, il n'a pas été énoncé depuis ce matin, mais il faut remettre en cause notre question sur le niveau de confort. Et le confort, c'est très relatif. Donc aujourd'hui, c'est de la stratégie du roseau face à la colonne de fer ou de béton plutôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, accepter justement que notre infrastructure, la planète se réchauffe, mais peut-être qu'il va falloir climatiser un petit peu moins.
Donc il y a des systèmes bioclimatiques, il y a certaines zones dans un établissement, que ce soit un CHSLD ou n'importe quoi, c'est pas très grave. Quand on rentre dans les espaces communs d'un hôpital, on rentre avec un manteau, on est obligé d'être climatisé, d'avoir un niveau. Donc le confort, c'est très relatif. Et déjà, si on micro-cible un petit peu plus le confort, on va pouvoir déjà se donner des leviers plus intéressants. Et la notion du confort, je vais citer 2 exemples aussi concrets. On parlait de l'eau aussi, là par exemple. Catherine parlait de, oui, justement, comment on investit éventuellement pour encaisser ça. Un exemple concret, CHU de Nantes. On parlait de Nantes. Lindia, oui, tu étais à Nantes. Le nouveau CHU. J'ai travaillé sur le concours. On est sur l'île de Nantes, il y a de l'eau. Comment on gère le risque d'inondation? Le stationnement, il est mis en sous-sol. Et puis le stationnement, s'il est inondé, ce n'est pas bien grave. Hein. Ça n'empêchera pas l'hôpital de tourner. Donc on peut aussi accepter d'utiliser des ressources ou des dispositifs. Je veux dire, c'est que la stratégie de résilience, elle n'est pas forcément liée à du surinvestissement. C'est-à-dire accepter aussi, et je reviens sur la stratégie du Rodo, c'est que oui, il y a peut-être des choses qu'on va perdre. Est-ce que c'est très grave? On n'est pas obligé de construire justement, que sinon la réponse, après, c'est le survivaliste américain, on va se mettre dans un trou, on aura une autonomie de 40 ans dans une grotte. Ce n'est pas ça la solution, c'est accepter aussi de changer notre paradigme au niveau de la perception du confort et d'accepter, sur la ressource rare clé de protection civile, il y a des choses qu'on va garder, puis des choses, c'est peut-être pas bien grave. Et je terminerai un petit peu justement sur la partie comment peut être la conception d'un établissement du futur, mais c'est aussi un exemple concret. Quand j'avais travaillé sur le concours de l'hôpital Grand Paris Nord, qui était le projet majeur à l'échelle nationale, voire européenne, on a fait le concours pendant la crise Covid. Donc d'un seul coup, tout le monde a paniqué en disant mais comment, dans la programmation, dans la conception initiale, on intègre un scénario d'adaptation? Et l'adaptation, elle passe, c'est pas tout ou rien, c'est-à-dire pas crise, on était en train de déployer sans surinvestissement, mais des scénarios à l'échelle d'un grand établissement, comment on pouvait avoir une gradation d'accueillir, on va dire, là c'était pour un risque pandémique, mais ça peut être dans d'autres circonstances, comment on réattribuait certaines fonctions de l'hôpital pour justement en cas de crise, comment on reconvertissait le stationnement en plateau de soins critiques, et il y avait toute une géométrie un peu variable, une reprogrammation parce que la conception le permettait. Donc, comment concevoir des nouvelles infrastructures en ayant ce plan, parce que les villes commencent à se doter avec des plans d'adaptation, mais concevoir un projet, ça ne peut pas être conçu de manière statique. Aujourd'hui, on nous donne un programme fonctionnel, c'est statique, ça ne peut pas être statique. Donc, comment, pour une infrastructure donnée, quel scénario on peut projeter pour s'adapter? Donc, c'est le point de départ, ça. Donc, ce n'est pas une réponse concrète, mais c'est une réponse sur la méthodologie et l'angle d'approche qui va façonner des réponses différentes. Super, merci beaucoup. Mais regardez, il reste 10 minutes, puis je ne voudrais pas prendre le crachoir complètement. Donc, si des personnes dans la salle ont des questions à poser à nos panélistes, juste profitez-en. Je vous laisserai Ouais, je vois qu'il y a des gens qui se déplacent, donc j'avais le feeling, hein, c'est ça. Ouais. Bonjour. Marie Duchesne, du 6 du Bas-Saint-Laurent. Quand je vois Mme Catherine Dubois, je trouve ça extrêmement intéressant parce que, on est dans une réflexion, c'est vraiment intéressant, mais dans les faits, concrètement sur le terrain, on le voit qu'on a nos équipes d'entretien, nos ingénieurs, architectes, puis moi, j'ai été 10 ans, là, justement, à travailler avec la Société d'habitation du Québec. Et on avait un guide de construction plus prescriptif, surtout en éco-construction, etc. Et là, actuellement, on n'a pas de guide vraiment. On travaille, oui, avec vous à la SQI. Oui, on a des plans techniques, on a des éléments qui... Mais en soi, ça serait le fun d'avoir comme une équipe de travail qui nous amènerait à réfléchir sur aller chercher ce qu'il y a de mieux en termes, peut-être BOMA, de ce que vous suggérez, entre autres. Là, on voit à Vaudreuil-Dorion, il y avait tout un beau corpus sur toute l'éco-construction qui, je ne sais pas si ça a été tout poussé de l'avant-garde avec les coûts qui ont été compressés. Mais je lance un peu l'appel. Ce serait le fun d'avoir la SQI, je pense à Mme Pradette au ministère de la Santé, puis d'avoir une espèce de guide pour aider nos professionnels et à cheminer pour avoir des bâtiments durables. C'est là qu'on veut se diriger en soi, puis je lance le pari parce que je pense qu'on se doit de travailler vers là et de supporter aussi nos professionnels. Fait que
c'est un souhait, en fait, que je vous lance, puis j'aimerais ça qu'on puisse travailler vers là. Mais là, ce que tu sous-entends, c'est que les professionnels ne savent pas comment bâtir durable? Pas tout le temps. Il y a des disparités et malheureusement, je dois avouer que non, pas tout le temps. Je vais me porter un petit peu à leur défense quand même. Je pense pas qu'ils ont besoin de guides. Ils ont peut-être besoin de priorités qui soient mises sur certaines mesures et qu'elles soient maintenues jusqu'à la fin du projet. Tu l'as nommé, là, c'est pas l'éléphant dans la pièce, le budget. Les projets santé sont très coûteux. Et puis, on ne va jamais sacrifier la mission des soins au détriment de l'efficacité énergétique, par exemple. Donc, il faudrait plutôt être capable de dire, oui, il y a les soins, mais oui, il y a la durabilité, puis il faut qu'on se donne les moyens de pas juste les proposer à l'avant-concept, mais de les construire, puis après ça, de les exploiter. Oui, parce qu'il y a un souhait aussi à long terme de durée dans le bâtiment. Oui. Marie, peut-être pour donner 2 éléments de réponse. Vaudreuil-Soulanges, pour avoir été dans le projet, il y a vraiment eu à un moment donné une réponse, ou en tout cas qui venait de je ne sais pas où, qui était il faut choisir entre les patients ou le développement durable. Donc ça a été quand même placé. Donc on voit que je parlais de bâtiments du 21e siècle, on est pas mal au début du 20e siècle quand on a cette réflexion-là. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, effectivement, pour peut-être faire du pouce, des collègues de Boston nous disaient, eux, quand ils ont pensé à un de leurs bâtiments qui devait être absolument adapté au changement climatique, ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ne pouvaient pas venir aujourd'hui, malheureusement, mais on parlait d'indicateurs, puis ils ont démontré qu'effectivement, ils ont des choix qu'ils ont faits qui ont été effectivement des très bons choix, puis des choix qui auraient pu être plus audacieux. Par contre, ce qu'ils nous ont dit, à partir du moment où notre PDG a pensé à intégrer l'adaptation au changement climatique dans le bâtiment, ça a été le maître mot. Et il dit chaque fois qu'il y avait un professionnel, quel qu'il soit, un professionnel de soins ou un architecte qui venait remettre en question la notion d'adaptation, il disait non, regarde, ça c'est notre fil conducteur, là, on ne sort pas de ça. Donc il y a du travail à faire effectivement pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Merci. Peut-être, Jérôme, je peux rajouter un point, parce que là, la question était aussi très concrète. Et il y a des modèles qui existent en dehors du milieu de la santé. Je pense au programme d'excellence. Un organisme Réseau Environnement porte des programmes d'excellence sur différents domaines, l'eau, les eaux usées, bref, pour le milieu municipal. Et ça permet aux municipalités qui veulent être excellentes en termes d'adaptation de leurs infrastructures de se regrouper entre pairs. Donc, il faut se regrouper. OK, toi, Ville de Montréal, comment tu es devenue excellente sur ton réseau d'eau potable? Ah, moi, Ville de Trois-Rivières, j'ai fait ça. Ah, mais tu as fait ça. OK, mais on se pousse dans l'échange d'expériences, d'expertise, comment tu y parviens techniquement au niveau de tes modèles de gouvernance, de ton financement. Et en quelques années que ces programmes d'excellence ont été mis en place, permis de regrouper ces tables de pairs autour de cas pratiques et ont poussé à l'excellence. Ça vient attiser la fierté aussi. Il y a des récompenses tous les ans au sein d'un colloque, etc. Donc ça pousse les municipalités à adhérer, à attiser la fierté et les retombées sur le terrain. Et c'est des tables, vraiment des tables de travail multisectorielles qui se mettent en place sur le volontariat aussi. Donc c'est le leader, un peu comme disait Jérôme, c'est le leader qui a son projet où il tient mordicus à sa thématique d'adaptation, qui va aller inscrire son équipe et valoriser tout ça. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, ça porte ses fruits. Donc ça, c'est un beau modèle qui pourrait être appliqué, ça serait génial au milieu de la santé. Et l'autre point que je voulais apporter, c'est peut-être aussi les modèles d'appel d'offres. Alors, un modèle d'appel d'offres, quand on est sur le plus bas soumissionnaire, c'est sûr qu'on a beau arriver avec les plus belles idées d'adaptation, comment sortir de la boîte, entre guillemets, comment s'inspirer des meilleures pratiques du CHU de Nantes ou d'ailleurs, on est mort d'avance. C'est fini, on est hors jeu. Donc c'est sûr que de repenser à ces modèles d'appel d'offres va aussi guider un accompagnement qui serait un beau mix avec des tables d'expertise comme les programmes d'excellence. Prochaine question, oui. Oui, bonjour, Stéphanie No. Il y a plusieurs mots dans toutes vos durant le panel qui m'ont marqué. Je dirais l'adaptation, ça a été le premier mot qui a été utilisé à maintes et maintes reprises.
le changement de gouvernance, la façon de penser les choses, la flexibilité, la mobilité. Et là, ça m'a frappée. On s'en va vers un système de gouvernance qui est très centralisé et qui va entièrement à l'encontre de tous ces mots qui ont été nommés et qui sont importants pour s'adapter au changement climatique. Fait que ça m'a fait peur. Puis je voulais juste comme amener la réflexion de dire comment on va être en mesure de s'adapter au changement climatique alors qu'on veut uniformiser tous les services, la santé publique. Pour moi, c'est complètement utopique. Ça va vraiment, c'est deux visions complètement différentes qu'on a actuellement. Fait que voilà, c'était juste un constat puis que je voulais partager avec vous, peut-être vous entendre un peu sur ces éléments-là. Merci. Céline, je vois que tu as envie de répondre. Oui, ben moi, malheureusement, pour vous, je suis une éternelle optimiste, malgré ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Puis, peut-être, en tout cas, je rêve que tout à l'heure, on a entendu Madame la directrice scientifique de l'INES, qui était très intéressée pour travailler dans ce sens-là, d'avoir des directives. En fait, oui, il faut de la flexibilité, la mobilité, penser en dehors de la boîte, mais ces grands organismes-là, je pense à Santé Québec qui s'en vient, c'est peut-être une opportunité de faire du top-down, puis d'aller vers les hauts placés, puis de leur montrer des chiffres. Parce que de plus en plus, on arrive à chiffrer les impacts des changements climatiques sur la santé, sur les services de santé, puis sur les infrastructures, puis de leur montrer qu'est-ce que ça coûte vraiment de continuer à faire du plus bas soumissionnaire, puis que finalement, comme on a vu tout à l'heure, dans 20 ans, il faut changer l'établissement. Fait que l'INES, Santé Québec, je pense qu'il y a peut-être une opportunité à saisir, à aller influencer les hauts décideurs. Puis je pense qu'il faut continuer à passer le message du bas vers le haut, parce que c'est comme ça aussi que, si nous, les organisations qui viennent en support aux sociétés, aux organisations comme ça, si on leur parle puis qui ont déjà entendu parler par le bas, de la base, de dire on veut plus, bien, il y a plus d'écoute aussi, puis c'est plus facile d'aller chercher des champions dont Catherine parlait tout à l'heure. Fait que, voilà, il y a de l'espoir, puis je pense que faut le saisir. Ouais. Merci. Sabrina, si tu as des questions sur les pharmaciens, c'est pas possible. Non, je me retiens. J'ai fait ce que j'avais à dire tantôt. Mais merci de me laisser la parole, par exemple, parce que j'aurais trouvé un autre moyen. OK. Donc, hospitalo-centré, absolument. Mais tu sais, heureusement, il y a des alternatives à l'hospitalisation en ce moment, fait qu'on va espérer que ça change un peu. On avait des discussions dans mon équipe de HPB que, tu sais, on est peut-être dans un futur des hôpitaux de crise seulement avec que des soins intensifs, puis que la télésanté va prendre un essor peut-être quelconque, fait que ça, j'espère. Hôpital déployable, modulable, bâtiment temporaire, je suis comme curieuse qu'on ait cette discussion-là. Madame Dubois, il faut que je vous parle. Parce que là, c'est sûr que, tu sais, dans des formations, je suis tellement d'accord. On a tous eu des mauvais professeurs. Donc, communication d'impact, le storytelling, discours frisson, toucher les gens, émotion pour créer de l'engagement, je pense qu'on est là. Dans nos 6 principes directeurs au niveau de l'hôpital Pierre-Boucher, j'ai eu la chance que ce soit écrit développement durable puis patient partenaire. Et donc, grâce à ça, puis à une vision de mon ancienne directrice, on a un peu décidé c'était quoi les certifications qui étaient intéressantes pour nous parce que la LEED, on n'était pas capable de se le payer. Donc, on a fait cette analyse-là de tout ce qui nous intéressait, de Well, Fitwell, Plantree, puis LEED. Et moi, je suis partie avec ce bâton-là de pèlerin en me disant, bien, c'est quoi qu'on veut apprendre de tout ça? On a classé, dans le fond, toutes les choses qu'on avait à apprendre des visites, des urgences. On les a classées selon nos principes directeurs. J'ai consulté les services techniques, j'ai consulté notre usager partenaire. La représentante du comité des usagers est en consultation. C'est pour ça que je vous parle plus tard, la PTS. Donc, on est là-dedans. C'est un outil que je pense qui va aider, pas nécessairement à créer un guide, mais à faire en sorte que les professionnels soient inspirés de notre vision. J'ai présenté 2 fois notre vision santé environnementale dans nos PCI. Donc, je voulais juste vous donner un peu d'espoir parce que moi aussi, je suis une optimiste. Alors voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous, chers panélistes. On n'est pas si mal. On a rattrapé notre temps. Il est 12h02. Je vous laisse aller manger, aller réseauter. On se retrouve à 1h30.